Chers téléspectateurs de H-Live, bonsoir. Merci d'être toujours fidèles à cette chaîne. C'est la seule chaîne de la communauté haïtienne de France. Je m'appelle Édouard Franklin Jedems. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir un grand parmi les grands, un grand homme, un vice-président. Il s'appelle Mécène Fortuné. C'est le 14e vice-président délégué à l'action sociale et solidaire de la CTG, collectivité territoriale de Guyane. Bonsoir, Monsieur Fortuné. Bonsoir, Jedems, et je profite de l'occasion que vous m'offrez pour faire un petit coucou aux téléspectateurs de la région parisienne et tous ceux qui sont branchés à ce live. Merci de m'avoir reçu. Monsieur Mécène Fortuné est le 14e vice-délégué. Comment pouvez-vous, Monsieur Mécène, nous expliquer que vous êtes le 14e vice-délégué dans cette fonction? Alors, qu'est-ce que cela explique être le vice-président? Alors, pour effectivement expliquer en gros, c'est un petit peu le sens de votre question, et pour expliquer la nouvelle mouture de la gestion des affaires publiques de la Guyane. Je me permets, si vous voulez, pour rappel, qu'il y a une évolution dans les institutions des territoires d'outre-mer. Nous savons que avant 1946, la Guyane, au même titre que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, tous les territoires français, nous étions des colonies françaises. Grâce à l'intervention d'un certain nombre d'élus parlementaires de l'époque, notamment Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, et j'en passe, qui se sont investis, milités pour ce qu'on appelle une loi d'assimilation. Parce qu'on considère que les habitants de ces territoires, qui sont des territoires français, et n'avaient pas les mêmes droits que les Français de la métropole, puisque nous étions colonisés. Après ces luttes incessantes, on finit par obtenir de l'Assemblée nationale une loi qu'on appelle la départementalisation. Cela veut dire que ces territoires qui étaient des colonies ne seront plus des colonies, vont devenir des départements français. Et cette loi de la départementalisation qui a été votée en 1946 donnait quoi? Donnait à ces territoires qui étaient gérés en termes d'autorité par un gouverneur. Un gouverneur qui représentait l'État français sur ces territoires, qui avait tous les pouvoirs de faire et de ne pas faire. Oui. La loi de 1946 va créer des assemblées territoriales. Donc, à partir de ces lois, on a créé la départementalisation, ce qu'on appelle une assemblée qui s'appelle le Conseil général. Aujourd'hui, récemment, le Conseil général est transformé par une loi récente qui devient un conseil départemental. Mais le Conseil général qui a été créé en 1946, avec quelle mission? La mission d'être consulté. C'était un conseil consultatif. D'être consulté lorsque c'était pas le préfet à l'époque. Non, après la départementalisation, on n'avait plus de gouverneur, on a un préfet qui avait presque la même mission que le gouverneur, mais qui ne s'appelait pas gouverneur, mais qui s'appelle le préfet, qui représente l'État français, l'État central, sur les territoires dont il s'agit. Il avait presque les mêmes prérogatives, sauf qu'il avait ce qu'on pourrait appeler un contre-pouvoir, mais qui n'était pas véritablement un contre-pouvoir. C'est seulement un pouvoir consultatif qui donne, à partir de la demande de ces élus de l'époque, et aux populations de ces territoires, le privilège d'être consulté avant qu'une décision soit prise par le préfet. Alors,
le conseil général qui était composé des élus et élus dans chaque coin du pays qui s'appelle des cantons, le conseil général était une assemblée consultative que le préfet consulte, mais le préfet n'est pas lié par l'avis du conseil général. Le préfet veut faire le vert. Il ne peut pas faire le vert selon la loi s'il ne consulte pas l'assemblée départementale, le conseil général. Mais ce n'est pas parce que le conseil général va lui dire de ne pas le faire qu'il ne va pas le faire. Il n'est pas lié. Mais la loi lui fait obligation de consulter, mais ça reste là. Donc on n'avait pas vraiment avancé. Et cette situation-là va rester longtemps, et cela jusqu'en 1982, après que François Mitterrand soit élu président. Dans les 110 propositions du candidat François Mitterrand, il avait dit, si je suis élu, je vais vous donner la décentralisation. C'est-à-dire maintenant, le pouvoir n'est pas centralisé à Paris, il sera exécuté au plus près de la population, donc un pouvoir de proximité. Et c'est ce type de relation qui a véritablement changé les donnes, qui fait qu'à partir des lois de 82-83, puisqu'il n'y avait pas une loi, il y avait les lois de décentralisation, qu'on va créer le conseil régional pour lui donner en termes de compétences l'aménagement du territoire, le développement économique, la protection de l'environnement, la formation professionnelle et l'éducation au niveau du lycée, infrastructurel, au niveau de la construction des lycées, et j'en passe. Et puis, pour le conseil général, on va lui donner des compétences qu'il n'avait pas du tout, puisque c'est une assemblée consultative qui existait depuis 1946, tandis que le conseil régional a été créé par les lois de décentralisation en tant que collectivité, sachant qu'avant que le conseil régional devienne une collectivité, c'était un établissement public. Bon, voilà. Alors, les lois de décentralisation vont attribuer des compétences que le conseil général n'avait pas en matière de petite enfance, de toute la politique sociale, du transport scolaire, des dispensaires, de services sociaux à l'enfance, etc. Donc, voilà, et ça, depuis les lois de 82, ça a été comme ça sur le territoire de la Guyane, qui est une région monodépartementale, reste là. Lorsqu'on a fait le bilan des 30 années de 82 à 2012, 30 ans de la décentralisation, on va faire le bilan pour dire est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on n'a pas avancé. Finalement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Qu'il y a une superposition dans pas mal de compétences. Le conseil général a un service du sport. Le conseil régional a aussi un service du sport. Le conseil général a un service culturel. Le conseil régional a un service culturel. Il y a plusieurs de compétences qui se sont superposées. Et là, on dit, on fait un gaspillage de l'énergie. Donc, il va y avoir une superposition des compétences, d'une part, et ce qui est fondamental, qui va nécessiter une révision des institutions, c'est que les deux assemblées qui travaillent sur le même territoire, chacune a à sa tête un président d'assemblée, un président du conseil général, un président du conseil régional. Même si les compétences ne sont pas les mêmes, mais l'objectif est le même, on travaille pour une seule société. Oui, on travaille pour une seule société. Et à partir de là, ça va générer ce qu'on appelle le rapport entre l'État central. Par rapport aux positions, à la vision de chacun des exécutifs de ces collectivités, donc des décisions seront prises. Et quand les décisions sont difficiles à prendre, il faut négocier avec l'État français. Lorsqu'on va négocier avec l'État français, que ce soit ministre de l'Intérieur, ministre de l'Outre-mer, le Premier ministre ou bien le Président de la République, est-ce que les deux assemblées parlent le même langage? Pas forcément. Le Conseil général peut avoir des priorités qui ne sont pas les mêmes que le Conseil régional. Donc, on sent la cohabitation de deux collectivités sur le même territoire pose un certain nombre de problèmes.
À partir de là, un certain nombre d'élus guyanais, comme martiniquais, ont dit il faut changer les donnes. Il faut créer sur ce territoire une seule assemblée qui a les compétences à la fois du conseil général et du conseil régional. Mais pour ce faire, on a fait ce qu'on appelle un congrès. Les élus du conseil général et les élus du conseil régional se sont réunis en congrès pour prendre une décision. Et la décision a été prise pour dire nous voulons une collectivité qui embrasse les compétences des deux anciennes collectivités. Et on a saisi le Premier ministre, et le Premier ministre lui-même a saisi le Président de la République. Le Président de la République a saisi la population par référendum. Et ce référendum a eu lieu le 10 janvier 2010. Et la population guyanaise s'est prononcée en faveur d'une assemblée unique, d'une collectivité unique, et dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, ce qui a fait débat. L'article 73 de la Constitution, ça veut dire que nous sommes encore dans la mouture actuelle. Là, vous parlez de la loi de Letchimy, là? Non, je ne suis pas encore arrivé à la loi de Letchimy. Donc, nous sommes dans la mouture actuelle, ça veut dire qu'une loi qui est votée en France a la même portée en France métropolitaine, puisque nous sommes aussi des territoires français, et la loi a la même portée pour les habitants, pour les peuples des territoires d'outre-mer, notamment. Et tandis que certaines autres voix se sont soulevées pour demander un cadre plus poussé vers une autonomie, c'est le cadre de l'article 74. Mais la population a fait le choix de l'article 73 et qui a été proposé par M. Rodolphe Alexandre à l'époque, qui s'est positionné pour une continuité dans la mouture actuelle des relations avec l'État central. Et à partir du moment que la consultation populaire dans le référendum a généré une position, le président de la République française, même si à l'époque c'était le président Sarkozy, mais toute décision à caractère réglementaire et législatif a une portée sur quels que soient les dirigeants. D'accord. Donc, lorsque François Hollande est arrivé, il se devait d'appliquer les décisions qui ont été prises à l'époque. Donc, c'était accorder, donner suite à la décision de la population. Je rappelle que la loi a été votée le 27 juillet 2011, qui a institué la collectivité unique de la Guyane. C'était le sens de votre question. La collectivité territoriale de la Guyane, dont le sigle est CTG, la collectivité territoriale de la Guyane. Donc, cette assemblée-là, qui est une assemblée de 51 élus au suffrage universel direct, à la proportionnelle par scrutin de liste. Actuellement, l'Assemblée, c'est la première Assemblée qui a été élue le 13 décembre 2015 et que aujourd'hui, Guyane Rassemblement, qui est notre parti politique, dirigé par son président Rodolphe Alexandre, a 35 élus sur les 51, donc l'opposition en a 16. Et les 35 élus, une fois élus, la première séance de la mise en place de ce qu'on appelle la commission permanente. La commission permanente, c'est le président et le nombre de vice-présidents qui ont été désignés, donc le nombre qui a été approuvé par l'Assemblée, et le jour de l'investiture, c'était le 18 décembre 2015, c'est 15 vice-présidents. Le président et 15 vice-présidents, donc je suis le 14e vice-président, et chaque vice-président est considéré dans une monture gouvernementale classique comme un ministre. Alors, chaque vice-président a un portefeuille et qu'on pourrait qualifier de portefeuille ministériel puisque nous avons une délégation dans une compétence donnée qui est parmi celles qui sont les compétences de la collectivité territoriale de Guyane. Alors, moi-même, ma délégation, c'est les affaires sociales et l'économie solidaire et que je suis le 14e des 15 vice-présidents de la CTG. J'espère avoir été clair. Alors, n'oubliez pas que, chers téléspectateurs, nous sommes en Haïti et nous avons fait le déplacement dans le cadre de retransmission
de l'investiture du président Jovenel Moïse, et dont le vice-président, M. Fortuné Mécène, a été l'invité d'honneur de cette investiture. En écoutant le discours de notre président, apparemment, il vous a traité de vice-président de la Guyane. Et ce mot avait fait polémique en disant que la Guyane ne peut pas avoir de vice-président puisque la Guyane est un département en français. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme explication? La Guyane est-elle un département ou un territoire? Si vous avez bien suivi la pédagogie que je viens de faire, le mot n'est pas trop fort, pour expliquer aux téléspectateurs le mécanisme et pourquoi nous sommes en arrivés là, j'ai déjà répondu à la question pour dire que la Guyane, ce n'est pas un département, c'est un territoire. Parce que dans la sémantique des mots et sur le plan institutionnel, chaque mot a sa valeur. Quand on dit département, dans le langage classique, on parle d'une collectivité départementale ayant des compétences de proximité, et comme je l'expliquais tout à l'heure. Et quand on dit région, c'est encore un territoire avec d'autres compétences reconnues par la loi. Mais puisque aujourd'hui, l'Assemblée actuelle, ce n'est pas un département, puisque nous avons des compétences régionales, ce n'est pas une région, puisque nous avons des compétences départementales, la fusion donne, en superposant, en additionnant les deux catégories de compétences, il faut bien lui donner un titre. Le titre actuel, c'est collectivité territoriale. Donc, si je comprends bien, il est correct de dire que la Guyane a un président et aussi un vice-président? Non, on est 15 vice-présidents. Nous avons un président, c'est M. Rodolphe Alexandre, et l'Assemblée a voté, comme le texte le prévoit, 15 vice-présidents qui forment ce que nous appelons la commission permanente. Pourquoi la commission permanente? C'est une appellation institutionnelle qui voudrait dire, si nous étions un pays indépendant, un gouvernement. Puisque chaque vice-président a une attribution, une délégation dans un secteur donné, délégation au sport, délégation à l'éducation, délégation au transport, délégation à l'aménagement du territoire, délégation en ce qui me concerne aux affaires sociales, etc. J'en passe. Toutes les compétences qui sont qui furent celles du Conseil général et du Conseil régional sont réunies dans la carcelle de la CTG, collectivité territoriale. Donc, à partir de cette mouture, nous ne sommes pas un département ni une région, nous sommes une collectivité. Comme la France, alors je le dis avec force, la France, le territoire français, c'est une collectivité. Et si la France, en tant que collectivité, a un président, nous, en tant que collectivité, nous avons un président. C'est institutionnel. Et ça ne crée pas une différence ou bien une discorde entre la France métropolitaine et la Guyane? Je rappelle, la gestion des affaires publiques se fait sur des territoires morcelés. La France métropolitaine, aujourd'hui, dans le passé, il y avait au total, lorsque nous étions dans la posture de territoire régional, il y avait combien? 24, 26 régions, dont 4 régions d'outre-mer. Et compte tenu de la réforme de la collectivité territoriale a fusionné un certain nombre de régions. Mais la même chose qui existe pour la CTG existe aussi en métropole. La région d'Aquitaine, à la tête, il y a un président de région. La région Nord-Pas-de-Calais, à la tête, il y a un président. Les présidents des territoires, ils existent. Ce sont des présidents reconnus par la loi. On n'invente rien. On est dans le droit français. Donc, il n'y avait pas d'erreur du président Jovenel Moïse en vous appelant vice-président de la Guyane. Tout à fait. Ceux qui trouvent une erreur dans cette déclaration, c'est parce qu'ils méconnaissent le droit français, tout simplement. Et là, M. Jovenel Moïse a démontré qu'il connaît bien le droit français.
Voilà, vous suivez H-Live. Je m'appelle encore une fois J. James, en compagnie du vice-président Mécène Fortuné. Nous sommes en déplacement, nous sommes en Haïti. Vous pouvez donc le constater. Nous sommes à l'hôtel El Rancho dans un cadre paradisiaque où nous avons l'honneur de discuter avec le 14e vice-président de cette collectivité territoriale de Guyane. Si vous permettez, mon cher ami, je pourrais apporter un complément d'information, puisque tout à l'heure, vous avez fait allusion à la loi Letchimy. La loi Letchimy, effectivement, c'est à partir de la réforme de la Constitution française. C'est vrai, il y a une évolution institutionnelle extraordinaire en France. Avant cette loi de Letchimy, aujourd'hui, la Guyane ne pouvait pas être invitée à participer à l'investiture d'un président de la République. L'invitation aurait été uniquement au niveau de Paris. Au niveau de Paris. Il y aurait eu que le président Hollande en tant que président français, alors que nous sommes restés encore un territoire français, qui aurait été invité. Le fait que la Guyane puisse recevoir une invitation intuitive personnelle de la part du gouvernement français qui est un État, ça veut dire que nous avons droit à répondre à cette invitation. On répond comment? Au même titre que tous les chefs d'État des pays amis, et comme le président Jovenel Moïse l'a souligné, monsieur, les chefs d'État des pays amis. Si, dans son discours, il a nommément cité le vice-président de la Guyane, cela démontre le lien fort qui existe entre la Guyane et Haïti, au même titre que la République dominicaine. Que la République dominicaine. Il a cité le président de la République dominicaine, et en un mot, pour corroborer tout ça, il a dit mesdames, messieurs, les chefs d'État des pays amis. Donc, il met tout le monde dans le même sac. Il a fait une particularité et ça nous honore. D'autant plus que la Guyane, aujourd'hui, est candidat pour devenir membre associé de la CARICOM, au même titre que Haïti, que Saint-Domingue, que le Suriname, les pays de la CARICOM. Nous sommes en marche. Et la loi Letchimy, justement, aujourd'hui, le décret vient de sortir, permet à la Guyane de traiter en termes de coopération avec Haïti sans avoir besoin l'exéquature du gouvernement français, de Paris. C'est une grande avancée sur le plan de l'évolution institutionnelle en France. Voilà, encore une fois, vous suivez H-Live avec nous. Nous sommes en Haïti pour rencontrer des personnages importants et nous avons aussi pu vous faire vivre l'investiture du 58e président d'Haïti, M. Jovenel Moïse. Toujours en compagnie de Mécène Fortuné. Lorsque vous avez été élu comme le 14e vice-président, quelles ont été vos priorités? Nous avons une feuille de route. Nous avons été élus sur quoi? Sur la base d'un programme. Un territoire, une nation, un destin. Le président Rodolphe Alexandre a proposé à la société guyanaise un projet de société. Et au même titre que les 7 autres listes qui se sont présentées à cette élection. La population a fait un choix. Il a fait un choix, à mon avis, sur 2 critères. Sur le sens de responsabilité et la capacité, la compétence du président Rodolphe Alexandre à lever tous les défis de la Guyane aujourd'hui. Et deuxième considération, c'est bien évidemment le projet politique dans lequel la majorité de la population se retrouve. Donc, à partir du moment que nous avons la manette, les leviers du pouvoir, il nous appartient de prendre toute disposition pour répondre à l'aspiration de la population. Mais on va le faire comment? Par une stratégie qui consiste à concilier
les carences et les besoins. Parce que lorsque nous sommes élus, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés qui étaient prévisibles. Parce que après la promulgation de la loi du 27 juillet 2011, qui a institué, je le rappelle, la collectivité territoriale, une commission tripartite a été mise en place pour travailler sur l'articulation de cette nouvelle collectivité sans précédent. Nous sommes aujourd'hui une collectivité cobaye. La France a souhaité faire de la réforme des collectivités territoriales, mais il y a certaines personnes qui sont timorées. On a peur de s'aventurer, la preuve. Aujourd'hui, la Guadeloupe ne s'est pas aventurée dans cette réforme pour devenir une collectivité territoriale. Elle a gardé, Il veut rester pour voir comment la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane vont se débrouiller avant d'aller. Et peut-être, il n'a pas tort, c'est lui qui ne veut pas prendre des risques. Mais dans la vie, on dit toujours qui ne risque rien n'a rien. Donc, nous savions que des difficultés nous attendaient. À quelle hauteur? Cette commission tripartite qui a été mise en place, c'était pour déceler tous les problèmes structurels, tous les accompagnements. Ça veut dire étudier quel est le budget aujourd'hui de la collectivité régionale, quel est celui de la collectivité départementale. Lorsqu'on va réunir tous les deux, ça va donner l'additionnement. Est-ce que l'addition va donner les réponses en adéquation avec les besoins? Nous savions que ce n'était pas possible, pour plusieurs raisons que je vais expliquer. Le conseil général et régional dont je suis issu, puisque j'ai été élu en 2010 conseiller régional, avec toujours l'équipe conduite par Rodolphe Alexandre. Sachant que nous allons rentrer dans une fusion de collectivités, nous avons articulé notre politique en matière de développement économique de manière à ce que notre budget, on arrive à faire de l'économie d'échelle à bien des égards pour pallier au déficit prévisible du conseil de la collectivité départementale. Mais on l'a fait de manière responsable, sauf lorsque nous sommes arrivés dans la réalité, tout ce que nous avons prévu comme déficit a été multiplié par 2, par 3. Par exemple, nous avions, en étudiant les deux budgets, en étudiant les 2 rapports à bien des égards, 32 millions d'euros. Dans la réalité, on avait 72 millions d'euros de déficit. De déficit. Donc c'était fort. Et on va se trouver en face d'un autre problème. Vous savez, les 2 collectivités, il y a un principe dans le droit français qui s'appelle la libre administration des collectivités territoriales. Moi, je suis conseiller général, je suis libre au regard de la loi, puisque nos actions sont encadrées par la loi. On peut dire qu'il y a une fourchette en dessous, en deçà duquel et de laquelle on ne peut pas bouger. C'est valable pour le conseil général, c'est valable pour le conseil régional, c'est valable pour les collectivités municipales et pour les EPCI, ce qu'on appelle les communautés des communes. Alors il s'avère que la politique qui était appliquée en matière de rémunération de salaire, qui est basée sur des indices, l'indice de salaire appliqué par le conseil général, le conseil régional de la Guyane à l'époque, était plus important que l'indice des salaires des agents du conseil général. Pour plusieurs raisons qu'on peut comprendre. Parce que la région de l'époque, c'était tout confondu, environ 500 agents. Le département, tout confondu, 3000 agents. Ce qui va donner un effectif masse salariale de la collectivité territoriale de 3500 agents. Mais le problème, c'est que, puisque à l'époque, au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales,
le conseil régional était, par un vote majoritaire, décidé que les indices, catégorie par catégorie, catégorie A, catégorie B, catégorie C, c'est ça. On a voté des indices. Le Conseil général, au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales, a voté des indices, catégorie par catégorie, C et A, B, C. Mais les niveaux, il y avait une disparité environ de 300 à 400 euros par agent en termes de niveau de salaire. Maintenant, les 3000 agents du Conseil général et 500 agents du Conseil régional sont devenus 3500 agents de la CTG. Est-ce qu'en termes de catégorie A, catégorie B et catégorie C, on va appliquer deux indices de salaire? La réponse est non. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne, on est dans la même collectivité. Donc, il y a un principe encore, c'est un principe réglementaire. On ne revient pas sur les acquis. C'est-à-dire, on veut dire, on ne va pas harmoniser en baissant l'indice de salaire des anciens agents du conseil régional pour les mettre au même niveau que celui des agents du conseil général. On va faire plutôt le contraire. Il faut harmoniser le salaire de 3000 agents sur celui de 500 agents, ce qui va creuser plusieurs millions d'euros, qui va encore grever le budget de la collectivité. Tout ceci va poser des problèmes. Donc, le président Alexandre, intelligemment, se trouve dans une situation inédite, mais avec toute la majorité que nous sommes, nous cherchions des pistes, des indices. On l'a fait en 2016, on a voté un budget en équilibre. On se doit de le faire en 2017 pour voter un budget équilibre. Et pour cela, plusieurs mécanismes seront pris en compte. Mais moi-même, personnellement, je n'ai pas, comme on va dire, priorité. Ce n'est pas moi qui définis la politique de la CTG. Je l'approuve parce que nous sommes dans une majorité solidaire. Et nous l'approuvons parce que nous savons et que la politique qui est proposée, c'est la bonne. Et ma priorité aujourd'hui, c'est par rapport à la délégation que le président m'a gentiment donnée. Les affaires sociales de la Guyane, c'est le plus malade. C'est le plus malade. D'ailleurs, il y a un trou budgétaire énorme. Ce qu'on appelle les BRSA, les bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, c'est plus de 27 000 jeunes qui sont en cette situation-là, qui font partie de ma délégation. Et mon boulot, mon job aujourd'hui, c'est quoi? C'est réduire le taux des bénéficiaires du RSA. Et comment? Comment vous faites ça? Par un mécanisme simple, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi Hamon, oui, qui a été votée le 31 janvier 2014, qui crée un nouveau dispositif que nous appelons l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que les BRSA, le RSA, quand il a été institué en remplacement du RMI, c'était revenus de solidarité, revenus solidaires par activité. Mais aujourd'hui, ce qui est dommageable, c'est que tous ces gens qui bénéficient des indemnités du RSA n'ont pas de perspective d'avenir. Si on les laisse comme ça, eh bien c'est une situation dans 2, 3, 4, 5 ans qui va exploser. Et puis mon job, c'est de les faire entrer dans un cursus de formation, de rattrapage du niveau scolaire, pour ceux qui n'en ont pas, de réinsérer ceux qui sont en situation de décrochage, et une fois qu'ils soient insérés dans ce mécanisme de développement, parce que le développement économique, c'est l'activité salariale. Alors, pour arriver à l'activité salariale, il faut que la personne ait une qualification. Et pour avoir une qualification, il faut avoir un niveau. Eh bien, c'est de les prendre, de leur donner des niveaux, de leur donner une qualification pour pouvoir entrer dans un parcours professionnel. À partir de là, on crée des richesses. Et puis, ils vont sortir de l'assistanat et ça va nous permettre de faire de l'économie d'échelle. Aujourd'hui, vous savez, le BRSA, dans le budget du Conseil général de la CTG, c'est 24,92%. C'est un quart pratiquement
de notre budget en BRSA. Et si nous arrivons à même diminuer ce taux de moitié 50-50, c'est près de 12 millions d'euros. Non, c'est 12% que nous allons récupérer. 12%, ça va faire sur 58-60 millions. Eh bien, vous voyez, on peut construire un collège avec. Voilà ma priorité. D'accord. Mais je sais que dans vos compétences, président mécène, le permis d'exploitation d'or, ça fait partie de vos domaines de compétences. Et nous savons tous que le permis d'or, l'exploitation de l'or en Guyane française constitue un vrai problème, un vrai danger, même pour les Guyanais. Comment avez-vous fait pour pouvoir gérer ce problème? C'est un domaine vraiment sensible. C'est un domaine sensible parce qu'un pays, pour se développer, a besoin de créer des richesses. Et pour créer des richesses, il faut utiliser tout ce qu'on appelle les matières premières. Aujourd'hui, la Guyane a une chance d'avoir un sous-sol riche en or. Et jusqu'à un passé récent, l'exploitation de l'or guyanais n'apporte presque rien à la Guyane en termes de revenus fiscaux. Donc, à l'issue d'un long débat, d'actation avec l'État, nous sommes parvenus aujourd'hui à récupérer cette compétence. Aujourd'hui, la Guyane a la capacité de délivrer des permis d'exploitation aurifère, et ce qui va générer des recettes nouvelles dans le budget de la collectivité. C'est un long combat que nous avons gagné. Et pourquoi? Parce que le président Alexandre a démontré à l'administration française qu'il arrive un moment, il faut aller à petits pas, à petite dose. Aujourd'hui, effectivement, la CTG, nous avons cette compétence qui nous permet de délivrer les permis d'exploitation aurifère. Et ça, c'est une grande avancée dans les débats, dans les discussions que nous avons avec l'État français pour faire comprendre. Nous ne pouvons pas rester dans une situation d'assistanat et que nous avons un sous-sol qui est riche et que notre pays a beaucoup de besoins, des besoins structurels. Par exemple, aujourd'hui, au regard de la population, en termes, puisque l'éducation fait partie des principes généraux d'une société organisée, parce qu'il faut assurer la relève. Nous avons des besoins en matière de construction de lycées. Il nous faut actuellement construire 4 lycées, 3 collèges, au moins 3 collèges, qui sont de la compétence de la CTG, puisque les écoles primaires sont de la compétence des municipalités. Il nous faut encore un autre hôpital, un autre centre hospitalier, même si l'hôpital, le soin curatif est de la compétence de l'État, mais pour des élus responsables, comme nous le sommes à côté du président Rodolphe Alexandre, lorsque l'État faillit à ses obligations, nous devons réagir, et parce que c'est de la population guyanaise qu'il s'agit. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez un petit moment de débat avec le président mécène Fortuné. Et nous sommes arrivés bientôt à la fin de cette entrevue. Mais juste avant, Monsieur Fortuné, je sais qu'également vous faites de l'insertion, c'est votre domaine de compétence. Comment avez-vous réagi, et c'est un sujet très sensible, lorsque il y avait une vague d'immigrants haïtiens qui arrivaient en Guyane? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir les accueillir? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de les insérer aussi en Guyane, tandis que nous savions très bien que c'était des immigrants sans papier, etc., qui n'avaient pas vraiment un visa? Alors, comment votre organisme, alors dans vos domaines de compétences, comment vous avez réagi face à ces situations? Vous avez posé une question pertinente, très pertinente. Très pertinente parce que pour arriver à une réponse, parce que c'est dans ma nature de ne pas répondre systématiquement,
j'aime bien donner des illustrations qui sont très significatives pour bien éclairer l'antenne des téléspectateurs. Si je suis là, aujourd'hui en Haïti, puisque nous sommes en Haïti, c'est qu'il y a une raison. Je suis venu, puisqu'on a abordé la question, principalement pour participer en lieu et place du président Rodolphe Alexandre à l'investiture du président Jovenel Moïse. Mais on a souhaité faire d'une pierre trois coups. D'une pierre trois coups. Avec moi, dans ma délégation, j'avais une autre élue, Madame Jean, et je suis accompagné également du chef du cabinet du président, M. Wanley Georges. Et à côté, parallèlement, il y avait une équipe d'hommes et de femmes qui font partie de ce qu'on appelle d'un collectif. Le collectif, c'est une association caritative qui a été créée en Guyane par des ressortissants haïtiens, dont pour la plupart sont originaires de la commune d'Akin. Cette association a présenté un projet de développement en termes de coopération à la collectivité départementale de l'époque, puisque nous, collectivités territoriales, nous prenons l'actif et le passif, tout ce qui était antérieurement les compétences des deux collectivités sont celles aujourd'hui de la collectivité territoriale. C'est un projet, c'est un vieux projet qui date de 2008 et que cette association caritative, le collectif, avait présenté pour plusieurs raisons et que nous l'avons approuvé. Il avait présenté 4 micro-projets pour lesquels il fallait trouver des financements. Lorsque la commission des finances et de coopération ont étudié les dossiers, nous les avons approuvés et donné des financements pour le développement de ces 4 micro-projets et dans le développement de caprins et porcins et de la culture, coudre des linges et aussi du développement de la production, même à l'état artisanal du maïs. C'est-à-dire que dans le projet qui nous a été proposé, nous avons financé pour l'achat des moulins pour le maïs, pour l'achat des poules pondeuses, pour développer une activité dans ce sens, etc. Et pourquoi on veut le faire? Parce que, je rappelle, je le dis sans embâche, la Guyane, ce n'est pas un pays riche, c'est un pays vaste de 90 000 km², pour une population de 300 000 habitants, pour une communauté, des communautés étrangères très vastes, notamment la communauté haïtienne, qui représente près de 70 000 habitants sur cette population. Et sur ces 70 000 habitants, 80% sont originaires d'Akin. Le collectif pour Haïti qui a proposé à la collectivité qui l'a approuvé, qui a fait cette demande d'aide, et a une vision que nous partageons. La vision, c'est quoi? Et vous l'avez dit dans votre question, aujourd'hui, la Guyane est en proie à une immigration massive, pas que de Haïti, mais du Brésil, des autres pays de l'hémisphère sud-américain. Mais la Guyane reçoit l'immigration en provenance d'Haïti est plus massive, pour plusieurs raisons. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une forte communauté haïtienne de Guyane, mais je comprends, c'est humain. Quand un ressortissant haïtien qui vit en Guyane, qui a une activité professionnelle, qui travaille, qui peut manger au moins 2 repas et demi par jour, et qu'il sait que les membres de famille qui vivent là-bas, dans le pays, n'ont pas cette chance, n'ont pas cette opportunité, c'est humain qu'il a envie de l'aider. Mais l'aider comment? Dans son subconscient, dit, mais si je le permets de venir parce qu'il y a une permissivité entre la frontière, entre Haïti et Suriname, qui est sur notre frontière immédiate, eh bien, les Haïtiens qui voyagent de Haïti vers le Suriname, leur destination finale, c'est la Guyane. Et comme c'est le cas, puisque vous avez posé la question, on a constaté, après statistiques, après constat,
qu'entre mars 2016 et septembre 2015, plus de 5000 Haïtiens ont traversé la frontière. Et pour comprendre quelque chose, actuellement en matière d'habitat social, pour loger ceux qui vivent dans le pays, on a un déficit chronique. Il faudrait, depuis 10 ans, il faudrait construire 3000 logements par année par rapport en adéquation avec le besoin. Or, nous ne sommes pas arrivés à faire 1000 logements par année. Imaginez 2000 logements qui manquent depuis 10 ans, ça 20 000 logements qui manquent. Pour pouvoir loger les habitants qui sont là de manière régulière, normale. Et on a une population d'immigrés qui va arriver, et que les familles n'ont pas de structure pour les recevoir. Et j'ai vu de mes propres yeux des gens qui dorment dans la rue. Est-ce que dans une société homogène, est-ce que c'est admissible? Est-ce qu'on peut admettre ça? La réponse c'est non. Dans ce cas, comment faire pour trouver la stratégie pour permettre à cette population-là qui a un besoin crucial en termes d'insertion, même d'accueil, parce que je rappelle que la France, malheureusement, n'a pas, à l'instar du Canada, une politique d'accueil et d'intégration. Il faut travailler à l'emporte-pièce, mais on ne peut pas le faire dans toutes les conditions. Alors, la stratégie de ces ressortissants, de cette diaspora, qui s'est adressée à nous, dire, est-ce que vous pouvez nous donner les moyens pour essayer de développer notre territoire et de manière à sédentariser cette jeunesse qui a besoin de se développer. Et dès lors qu'il a les moyens pour se développer sur son territoire, il ne va pas prendre l'aventure d'aller, et comme on le sait, certains n'arrivent pas à bon port. Je rappelle, puisque nous sommes situés entre le Suriname et le Brésil, et récemment, ça remonte à 6 mois environ, il y a un boat people en provenance du Brésil avec des ressortissants haïtiens, une trentaine de personnes. 2 seulement ont été repêchés. Du gâchis. Du gâchis. Alors nous voulons éviter ça. Comme je le dis, je suis là j'ai fait la présentation à la mairie de Akin aujourd'hui avec ce collectif, les 4 micro-projets pour lesquels nous avons donné des moyens. Vous développez une coopération? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est une coopération du donnant-donnant. On ne fait pas de bons offices. Mais il y a une situation humanitaire, on peut le comprendre, d'autant plus moi, qui suis haïtien d'origine. Comme je dis, je suis fils du pays, donc j'ai encore un double intérêt à articuler une politique qui vise à apporter des solutions en termes de coopération, puisque aujourd'hui, nous avons la possibilité de le faire, et de manière à ce que demain, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, je le dis, ces micro-projets, c'est un premier pas qui va en découler bien d'autres. C'est un premier pas. Ce n'est pas avec ces micro-projets qu'on va développer des activités de production pour créer la richesse. C'est de ça qu'il s'agit. L'objectif, c'est ça, de créer la richesse par le travail. Et je suis effectivement délégué à l'insertion sociale. Et le mécanisme, c'est de permettre aux gens de faire de la formation, d'étudier, d'avoir une formation professionnelle, déboucher sur un parcours. Donc, et la coopération que nous envisageons, si Haïti le demande, parce que l'on ne va pas faire à la place d'eux, et pendant ce séjour qui se termine ce soir, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ambassade de France, avec laquelle nous avons articulé un certain nombre de pistes de réflexion et qui vont dans le bon sens. Le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale aussi et le ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes dans la bonne voie en termes de concertation pour trouver l'articulation d'une politique d'opération à mener. Et j'ai confiance, en tous les cas, dans le discours du président nouvellement élu, Jovenel Moïse, qui souhaite miser également sur la coopération, sur la coordination, sur la participation de la diaspora pour que dans cette nouvelle administration, que rien ne laisse au hasard pour faire de ce pays-là une Haïti nouvelle, permettant aux jeunes Haïtiens, au même titre que les ressortissants des autres pays,
de pouvoir frapper à la porte de la France ou bien des États-Unis, d'obtenir un visa facilement. C'est tout simplement ça. Voilà, nous vous souhaitons bonne chance, Monsieur Mécène Fortuné. Nous sommes arrivés à la fin de notre entrevue. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne H-Live. Nous sommes en déplacement, nous sommes en Haïti principalement. Nous sommes à l'hôtel El Rancho, dans un cadre paradisiaque. Il fait beau. Venez aussi, comme nous, venez vivre ce moment agréable. Merci, Monsieur Mécène Fortuné. Merci en pile. C'est moi qui remercie. À très bientôt. À bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette entrevue à la caméra Gustave.